Euh, bon, on va commencer la correction de la première partie, c'est-à-dire les principes et procédures. Exercice numéro 1. On vous dit, un puits a été foré à la profondeur verticale de 2000 mètres avec une boue de densité 1,30. Si on ferme le puits et on applique une pression de surface de 25 bars, la première question, quelle sera la pression appliquée à 1200 mètres? Donc là, nous avons une densité de 1,30, nous fermons le puits et nous appliquons une pression supplémentaire en surface de 25 bars. Donc, nous avons une pression hydrostatique. Nous allons appliquer la pression hydrostatique de 1,30. Donc, 1,30 multiplié par 1200 divisé par 10,2 plus la pression supplémentaire appliquée en tête, et vous devez trouver normalement 178 bars. Quelle sera la pression appliquée au fond? Au fond, c'est-à-dire à 2000 mètres. On fait le même calcul, c'est-à-dire la pression hydrostatique à 2000 mètres plus les 25 bars. Donc 1,30 multiplié par 2000 sur 10,2 plus 25, et vous allez trouver normalement 280 bars. Voilà. Deuxième question. Le leak-off test est réalisé. Quand est-ce qu'on réalise le leak-off test? On le réalise après forage de 2 à 5 mètres sous le sabot. On a dit qu'il faut forer le ciment dans le tubage de l'anneau jusqu'au sabot, puis on doit reforer le ciment au-dessous du sabot, ce qu'on appelle le puisard, jusqu'à atteindre la formation qui est normalement à quelques, peut-être 50 cm ou 1 mètre, ça dépend. Et après, on fore entre 2 à 5 mètres dans la nouvelle formation. On arrête et pour faire le leak-off test. Donc, après forage de 2 à 5 mètres sous le sabot. La réponse D. Troisièmement, quel est parmi les paramètres ci-dessous celui qui a une influence sur la pression du leak-off test? Ça, là, c'est la pression hydrostatique au sabot. Parce qu'on applique la pression hydrostatique à la zone à tester, c'est-à-dire juste le point au-dessous du sabot, et donc on a une pression hydrostatique qui est insuffisante pour fracturer. Alors on va ajouter encore une autre pression en surface après avoir fermé le puits. Donc, c'est la pression hydrostatique au sabot qui a une influence sur la pression de leak-off test. Quatrièmement, un leak-off test a été réalisé à la côte sabot de 2550 mètres avec une boue de densité 1,27 et a donné une pression de leak-off test de 128 bars. Donc, là, on vous demande de calculer la pression de fracturation et la densité de fracturation. La pression de fracturation est égale à la pression de leak-off test plus en tête plus la pression hydrostatique au sabot, 2550 mètres. La boue que nous avons, c'est 1,27 divisé par 10,2 et on trouve 445 bars. Attention, cette valeur est arrondie vers le bas. C'est une pression de fracturation. Donc, même si vous trouvez, par exemple, 445,99, il faut écrire 445 et non pas 446. 446 est archi faux. Il faut l'arrondir vers le bas. Voilà. La densité de fracturation, c'est tout simplement la boue, votre densité, plus le surplus dû à la pression de leak-off test. Donc, nous avons notre densité de la boue, plus le surplus, c'est 128 bars. On convertit les 128 bars en densité, alors la pression multipliée par 10,2 divisé par Z pour trouver la densité, et on trouve une densité de fracturation de 1,78. Vous avez la formule dans le formulaire, ce n'est pas la peine de la prendre, de la prendre par cœur. Pour la suite de forage, la boue est remplacée par une autre de densité 1,32. Donc là, nous avons, ce sont les mêmes données, c'est-à-dire la pression de fracturation est de 445, la densité 1,78. Après, on a continué dans le même puits, mais
nous avons remplacé la boue par une boue de densité 1,32. Alors, on vous dit de calculer la PADN. Dans ce cas-là, nous avons une boue de densité 1,27. Le maximum, la pression maximale qu'on a appliquée en surface pour fracturer, c'est 128 bars. C'est la pression de Likhoff-Test. C'est la pression maximale admissible si on utilise la boue de densité 1,27. C'est le maximum. Maintenant, on a changé la boue, on l'a remplacée par une autre de densité 1,32. Donc, la pression maximale en tête va changer. Elle devient, c'est quoi? Vous avez deux façons de calculer. Ou bien vous utilisez les densités. Vous avez la densité de fracturation moins la densité actuelle. Multiplié par Z sabot. On n'est pas concerné par la suite, même nous sommes le sabot est à 2550 mètres, même si on a remplacé la boue lorsqu'on est arrivé à 4000 mètres, on s'en fout de la profondeur parce que la fracturation, le point le plus faible est situé à 2550 mètres et non pas au fond. Donc, vous prenez toujours la côte du sabot. Donc, la différence de densité multipliée par la côte sabot divisé par 10,2 et vous trouverez 115 bars. Ou bien, vous pouvez utiliser cette forme, c'est-à-dire vous prenez la pression de fracturation moins la pression hydrostatique avec la nouvelle boue au sabot. Et vous allez trouver le même résultat. La même chose, parce que ça concerne la fracturation, il faut arrondir vers le bas. Sixième question. La pression de formation à la côte verticale de 1200 mètres est de 110 bars. Cette pression est-elle anormalement basse, anormalement élevée ou bien normale? Rappelez-vous que la pression de formation, c'est la pression d'une colonne hydrostatique d'eau. Et je vous ai expliqué qu'on prend une densité moyenne de l'eau de 1,07. Donc, normalement, à 1200 mètres, nous devons trouver 1200 multiplié par la densité de l'eau moyenne 1,07 divisé par 10,2, nous devons trouver 126 bars. Nous n'avons pas trouvé 126 bars, nous avons trouvé 110 bars. Donc, elle est anormalement basse. Elle est plus basse que le calcul théorique. Vous pouvez faire une autre façon, c'est-à-dire au lieu de calculer la pression normale et la comparer avec la pression de formation que vous avez trouvée, vous pouvez calculer, à partir de là, vous pouvez calculer la densité de l'eau et vous la comparez. Si vous trouvez la densité de l'eau supérieure égale à 1,07, donc elle est normale. Si elle est supérieure, elle est anormalement élevée. Si elle est basse, elle est anormalement basse. Mais je vous conseille d'utiliser cette forme. L'autre forme, malgré que vous trouvez le résultat, mais elle est fausse. Il faut faire comme ça, c'est-à-dire il faut calculer la pression normale. Vous trouvez 126, c'est ça le calcul qui se fait sur chantier. On dit normalement, nous avons le réservoir à 1200 mètres. Normalement, nous devons trouver 1200 multiplié par 1,07 divisé par 10,2, nous devons trouver 126 bars. Maintenant, en forme, lorsqu'on atteint 1200 mètres, on entre dans le réservoir. À ce moment-là, nous allons lire la pression de fond, ça dépend comment, la pression de réservoir, et nous allons la comparer avec le calcul. Donc, c'est ça que vous allez utiliser et non pas l'autre forme. Donc là, vous voyez que normalement, nous devons trouver 126 bars, mais nous avons trouvé 110, donc elle est anormalement basse. Voilà. Septième question, la pression maximale admissible, c'est la pression, c'est quoi? La pression maximale admissible, c'est la pression annulaire maximale à ne pas dépasser pour ne pas injecter dans la formation, c'est-à-dire pour ne pas, si vous voulez, commencer à fracturer. Voilà donc la pression maximale admissible. Ce n'est pas la pression de fond maximale,
ce n'est pas la pression en tête des tiges, c'est la pression en tête de l'annulaire, parce que la zone la plus fragile est située dans l'annulaire au-dessus du fond. C'est au niveau du sabot et non pas au fond. La pression anormalement élevée par effet artésien est due à une formation surcompactée, le niveau de l'eau en surface est plus haut que le plancher de forage, la différence de pression entre le gaz et le fluide de formation. Ça, c'est la réponse B. Le niveau de l'eau en surface est plus haut que le plancher de forage. Regardez. Si vous avez, par exemple, là, vous avez votre surface qui est faite comme ça. Vous avez ici, là, une falaise, et là, vous avez implanté votre appareil ici, votre plancher est ici. Le réservoir est fait de cette façon. C'est quoi l'effet artésien? Lorsque vous forez un puits, vous voyez le niveau de l'eau en surface où est tel et vous êtes plus bas. Donc, si vous forez un puits, vous le videz de la boue, l'eau va sortir et elle va, comment dirais-je, elle va gicler vers l'extérieur parce que là, il y a la différence de niveau, le dénivellement, ça. C'est ça qui crée l'effet artésien. Donc, vous avez, on a un puits artésien. Donc là, vous n'avez pas besoin d'une pompe. L'eau, le fluide du réservoir va sortir seul et va déborder en haut. Si vous fermez le puits, et vous lisez la pression, vous allez lire la pression hydrostatique de cette hauteur, c'est-à-dire cette hauteur multipliée par la densité de l'eau divisée par 10,2. Donc, c'est ça l'effet artésien, c'est que le niveau de l'eau en surface est supérieur au niveau du plancher. C'est ça l'effet artésien. Lequel de ces paramètres permet d'avoir une PADM élevée? C'est quoi la PADM? La PADM, c'est tout simplement la différence entre la pression de fracturation et la pression hydrostatique au sabot. Donc, c'est la C. Une grande différence, on a dit une PADM élevée, donc c'est une grande différence entre la pression de fracturation et la pression hydrostatique au sabot. 10e question. Une pression de formation anormalement élevée, c'est quoi? C'est une pression de formation supérieure à la pression hydrostatique d'une colonne d'eau. C'est ça. Donc, c'est la C. 11. Quel est le gradient d'une formation à pression anormale? Le gradient, c'est quoi? C'est la densité divisée par 10,2. Donc, on a dit que la densité moyenne de l'eau, c'est 1,07 divisé par 10,2 et on trouve 0,105. Essayez toujours d'écrire le gradient avec 3 chiffres après la virgule. La densité, 2 chiffres, le gradient avec 3 chiffres. Parmi les paramètres suivants, quels sont ceux qui affectent la pression de fond? Alors là, je pense que c'est simple. La pression de fond, c'est quoi? C'est la pression, c'est la pression hydrostatique plus les paires de charge annulaires. Donc, il y a les paires de charge annulaires et la pression hydrostatique dépend de la densité de la boue. Voilà, voilà les deux caractéristiques, les deux paramètres qui influent sur la pression de fond. Le contrôle primaire est d'empêcher l'intrusion de fluide de la formation dans le puits. Attention, là, il faut faire très attention. En gardant quoi? C'est en gardant la pression hydrostatique égale ou supérieure à la pression de formation. Ce n'est pas la pression de fond, ce n'est pas la réponse B, parce que la réponse B, là, la pression de fond, attention, la pression de fond varie en fonction du débit. C'est-à-dire que si les pompes sont en marche, elle est égale à la pression hydrostatique plus les paires de charge annulaires. Si on arrête les pompes, les paires de charge annulaires vont disparaître. Il ne reste que la pression hydrostatique. Alors, là, qu'est-ce qui existe toujours? C'est la pression hydrostatique. Alors,
la pression hydrostatique doit être suffisante pour empêcher la venue, c'est-à-dire la pression hydrostatique doit être supérieure ou égale à la pression de gisement. Parce que si, par exemple, la pression hydrostatique est inférieure à la pression de gisement, mais si on met les pompes en marche, on va ajouter les paires de charge annulaires. Alors, si la pression de fond devient supérieure à la pression la pression de réservoir, lorsque les pompes sont en marche, lorsqu'on arrête les pompes, les paires de charge annulaires vont disparaître. Il ne reste que la pression hydrostatique. Alors, si elle est inférieure à la pression du gisement, vous allez avoir une venue. Donc, le contrôle primaire, c'est là, il faut garder la pression hydrostatique égale ou supérieure à la pression de formation. La barrière secondaire, c'est quoi? Ça, c'est très important, ne vous trompez pas. Il y a des gens qui ont répondu ça. C'est le second, parce que secondaire, ils croient que cela veut dire second. Non, monsieur, ce n'est pas second. Ce n'est pas le second élément qui empêche l'écoulement du fluide vers le puits. Que veut dire barrière secondaire? C'est une barrière qui n'est pas activée. Tant qu'elle n'est pas activée, elle s'appelle barrière secondaire. Tant qu'on l'appelle barrière secondaire, elle n'est pas activée. Si et si elle n'est pas activée, elle n'empêche pas l'écoulement. Donc, la réponse est n'empêche pas l'écoulement du fluide vers le puits. Là, si on l'active, elle ne s'appelle plus barrière secondaire, elle va s'appeler barrière primaire. Tant qu'elle est barrière secondaire, c'est-à-dire elle n'est pas activée, et si elle n'est pas activée, elle n'empêche pas l'écoulement. Si on l'active, elle n'est plus secondaire, elle est primaire. Et si elle est primaire, elle va empêcher l'écoulement. Donc attention là, la réponse c'est B et non pas C. Durant les opérations normales de forage, la première barrière, c'est-à-dire la barrière primaire si vous voulez, est assurée par la boue. C'est la boue qui empêche l'intrusion du fluide du réservoir dans le puits. 16. Z égale 2900 mètres. Z, c'est la côte verticale. La côte mesurée 3100 mètres. La densité de la boue 1,42. La capacité intérieure des tiges 9,32, capacité assiette-tige 4,12. Quelle est l'augmentation de la pression de fond si la densité de la boue est augmentée de 0,12? Attention, ça c'est un exercice de l'IWCF. Il y a trop de données qui sont inutiles. Par exemple, là, 9,32 et 4,12, on n'en a que faire avec ça. La pression n'a rien à voir avec le volume intérieur. Encore là, vous avez Z et vous avez L. Puisqu'il s'agit de la pression, donc il ne faut pas prendre L, mais Z. Alors là, quelle est l'augmentation de la pression? Tout simplement, on a augmenté la densité de la boue de 0,12, donc la pression va augmenter de 0,12 multiplié par Z sur 10,2 et vous allez trouver 34 bars. 17. Quelles sont les paires de charges qui influent sur la densité équivalente en circulation? La densité équivalente en circulation, c'est-à-dire que les pompes sont en marche. C'est la pression de fond, on va la convertir en densité équivalente. Donc, les paires de charges qui influent sur la densité équivalente sont les paires de charges annulaires qui s'ajoutent à la pression de fond. 18. Durant la remontée, le volume de remplissage est inférieur à celui calculé. Le puits ne débite pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, pendant la remontée, le volume de remplissage est inférieur à celui calculé. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de pomper 700 litres, vous n'avez pompé que 500 litres. Alors, les 200 litres, les autres 200 litres, c'est un bouchon de gaz que vous avez pistonné vers l'eau. Voilà donc ce que cela veut dire. Alors là, le puits ne débite pas, tout simplement parce que le volume est insuffisant pour
pour que la pression hydrostatique restante devienne inférieure à la pression de gisement. Mais le gaz existe, il y a 200 litres de gaz. Il ne faut rien faire, il faut immédiatement évacuer ce bouchon. Donc, il faut redescendre au fond avec le puits ouvert s'il ne débite pas. S'il se met à débiter pendant la descente, il faut fermer l'annulaire et continuer en stripping jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Une fois que vous êtes arrivé au fond, ou plutôt, disons, si vous êtes arrivé au-dessous du bouchon, à ce moment-là, il faut l'évacuer. 19. Durant la remontée, le chef de poste est sûr d'avoir pistonné. En faisant un flow check, on constate que le puits ne débite pas. Que doit-il faire? Attention, il y a des gens qui, ils ont un doute. Ils sont sûrs d'avoir pistonné. Et on a dit, on détecte le pistonnage en comparant le volume pompé dans le puits avec le volume calculé. Alors, si le calcul et cette comparaison nous dit que nous avons pistonné, ça ne veut pas dire que vous allez avoir immédiatement le retour lorsque vous arrêtez la manœuvre. Non, vous n'êtes pas obligé. Si la pression hydrostatique devient inférieure à la pression de réservoir, certes, vous allez avoir un retour, mais si vous n'avez pas le retour, il y en a qui se trompent et disent c'est une fausse alerte, il continue à remonter. Non, monsieur, ce n'est pas une fausse alerte. Là, vous avez pistonné, seulement le volume du bouchon n'est pas suffisant pour créer une venue. Voilà pourquoi il n'y a pas de retour. Donc, si vous êtes sûr d'avoir pistonné en comparant les volumes, il faut redescendre au fond, la même chose avec le puits ouvert ou fermé, et circuler le volume annulaire. 20. Durant la remontée, qu'est-ce qui peut causer un pistonnage vers le haut? Bon, là, c'est-à-dire ce qui empêche la boue de passer du haut vers le bas pendant la remontée, vous avez un stabilisateur bourré, une remontée trop rapide, une boue trop visqueuse. Voilà les trois réponses. Attention là, dans l'examen, on vous dit trois réponses, c'est tout ou rien. Ou bien vous répondez les trois justes. Si vous répondez à une seule question, on vous mettra 0. Si vous répondez 2 questions justes et une fausse, on vous mettra 0. Donc, c'est tout ou rien. 21. Une remontée trop rapide peut causer un pistonnage vers le haut. Voilà, c'est... 22. Pendant la remontée, le puits se met à débiter. Que faut-il faire dans l'immédiat? Alors là, pendant la remontée, le puits se met à débiter. Il faut commencer par visser la certivale en position ouverte, la fermer et immédiatement fermer un BOP. De préférence, là, fermer le BOP annulaire parce que vous êtes en manœuvre de remontée. Donc, la seule explication, c'est que vous avez pistonné. Et si vous avez pistonné, vous allez visser la safety valve pour revenir au fond. Donc, si vous revenez au fond, puisque le puits débite, donc vous allez revenir en stripping. Et pour le stripping, on utilise l'annulaire. 23. Pendant le forage, on se rend compte qu'il n'y a plus de retour et le niveau a trop baissé dans le puits. Que doit-on faire dans l'immédiat? Là, on se rend compte qu'il n'y a plus de retour et le niveau a trop baissé. Donc, nous sommes tombés en perte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement là, puisque le niveau a chuté, il faut remplir l'annulaire avec de l'eau ou de la boue légère. La boue légère, si vous avez une boue à base d'huile, il faut pomper de la boue légère. Donc, on ne peut pas continuer le forage immédiatement à débit réduit parce que continuer le forage à paramètre réduit, c'est lorsqu'on a une perte partielle, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête le forage, le puits est stable, c'est-à-dire le niveau est stable, le puits est rempli. À ce moment-là, on prend le forage avec un débit réduit, c'est-à-dire à paramètre réduit. Lorsqu'on réduit le débit, on doit aussi réduire la vitesse d'avancement, donc il faut agir sur les paramètres poids et rotation pour ça. Donc là, continuer à forer à paramètre réduit si, lorsqu'on arrête les pompes, le puits reste rempli de boue.
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Pendant le forage, on se rend compte qu'il n'y a plus de retour et le niveau a trop baissé. C'est une perte totale. Puisque le niveau a baissé, là, il n'y a pas à dire, même si le niveau a baissé avec les pompes arrêtées, donc si on continue avec un débit réduit, le niveau va encore baisser. Donc là, on est obligé de remplir l'annulaire avec de l'eau ou de la boue légère, remonter l'outil jusqu'en surface en remplissant avec l'annulaire avec de l'eau ou de la boue légère et descendre les tiges nues pour la mise en place d'un bouchon de colmaton. Donc, dans l'immédiat, il faut remplir l'annulaire avec de l'eau ou de la boue légère. 24. On peut réduire les risques de perte totale en début de forage. Voilà. Là, le début de forage, la première phase, on a dit que les formations de surface sont fragiles, elles se fracturent facilement. Donc, si on utilise une pression hydrostatique importante, on va fracturer. Il faut donc utiliser une pression hydrostatique la plus légère possible, une boue la plus légère possible. Mais lorsqu'on fait la première phase, il y a trop de cutting. Et les cuttings, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont charger la boue, donc augmenter sa densité. Si on laisse la densité augmenter d'une façon incontrôlée, on va fracturer et tomber en perte. C'est-à-dire, là, on va tomber en perte par fracturation. Alors, pour éviter ça, il faut réduire la quantité de cutting dans la boue, c'est-à-dire il faut réduire la vitesse d'avancement. Donc là, comment on fait? On doit contrôler la vitesse d'avancement pour réduire la quantité de cutting. Attention, là, on ne réduit pas le débit. Le débit n'a pas une grande influence sur la fracturation parce que si on dit on réduit le débit, c'est-à-dire on va réduire les pertes de charge. Mais ce n'est pas, la réduction est vraiment très petite parce que les pertes de charge dans la première phase sont très petites. Mais on doit réduire la densité, bien sûr, en réduisant la densité, on réduit en même temps les pertes de charge et la pression hydrostatique. C'est ça, c'est que le plus important, c'est de réduire la pression hydrostatique, qui est la plus importante elle est beaucoup plus importante que les pertes de charge. Donc, il faut réduire la densité en contrôlant la vitesse d'avancement pour réduire la quantité des débris. 25. Les pertes de circulation entraînent-elles toujours une venue? Non, ça dépend de la chute du niveau dans l'espace annulaire et la pression de formation. Regardez, vous avez par exemple là, vous avez une pression de gisement de 400 bars. Vous appliquez 410 bars, une pression hydrostatique 410 bars. 410 bars, c'est-à-dire 400 bars pour équilibrer le réservoir et une sécurité, une pression différentielle de 10 bars. Donc ça, c'est une sécurité. Lorsqu'on tombe en perte totale, le niveau chute. Tant que les 10 bars n'ont pas totalement disparu, par exemple, s'ils chutent jusqu'à ici, par exemple, les 10 bars, on a bouffé les 8 bars, il reste 2 bars. Donc, vous avez 402 bars. La pression hydrostatique est toujours supérieure à la pression de gisement, vous n'aurez pas de venue. Mais si vous allez jusqu'à bouffer toute la sécurité, vous êtes à l'équilibre. Mais si vous dépassez, là, vous avez une venue. Donc là, les pertes totales n'entraînent pas toujours une venue. Ça dépend de la pression de gisement et la pression hydrostatique. 26. Suite à une perte pendant le forage, l'annulaire est rempli avec de l'eau de densité 1,02 sur une hauteur verticale de 70 mètres. La boue a une densité de 1,32. Quelle est la réduction de la pression du fond? Là, nous avons 1,32 moins 1,02 multiplié par 72. Donc, on a réduit la densité sur les 72 mètres divisé par 10,2 et on va trouver une chute de pression de 2 bars.
27. En cas de venue de gaz de surface, le shallow gas, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le meilleur moyen de combattre le shallow gas, c'est d'augmenter le débit au maximum permis bon, on va arrêter parce que le temps s'est écoulé. Donc, à demain pour continuer.